Merci et bienvenue à cette émission tout à fait spéciale intitulée Grand Oral qui aura pour invité le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, M. Calixte Ganongo. Pour la co-animation, je suis avec ma collègue Messila Nzoussi, présentatrice du JT de 20h. Messila, bonsoir. Alors, pendant 1 heure et un peu plus, le ministre Ganongo, qui fait sa première sortie médiatique, va nous répondre sans tabou, sans langue de bois, en tout cas il nous l'a promis, à toutes les questions que nous nous posons, que vous vous posez sur l'état financier de la nation. En tout cas, par les temps qui courent, ces réponses sont très, très attendues. Alors, à quand la fin de ce ramadan financier qui nous étrangle depuis quelque temps? La réponse avec le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, M. Calixte Ganongo, que j'invite à nous rejoindre sur ce plateau. Monsieur le ministre. Bonjour, madame. Merci. Monsieur le ministre, merci. Et vraiment, merci d'avoir accepté de parcourir cette distance jusqu'à nous. Veuillez vous installer, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, une petite question d'échauffement, comme on dit dans notre jargon. Voici une expression devenue familière dans la bouche des Congolais. L'argent ne circule plus. L'argent ne circule plus. Vous qui êtes l'argentier, chargé de faire circuler justement cet argent, est-ce qu'il est juste de dire que l'argent ne circule plus? D'abord, je vous remercie de m'avoir convié à ce plateau. L'argent ne circule plus, c'est vous qui le dites. Je pense aussi qu'on dit que l'argent n'aime pas le bruit. Ça veut peut-être dire aussi qu'il circule en silence. En silence, voilà. Alors, je l'ai dit au début, vous faites aujourd'hui votre première sortie médiatique, c'est-à-dire que c'est la première fois que vous intervenez dans une grande émission grand public. Pour commencer, nous avons préparé un petit portrait de vous que nous allons suivre et après, je vous demanderai de réagir. Suivez plutôt. Silhouette imposante, regard direct, derrière ses lunettes vue claire, le ministre congolais des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Calixte Ganongo, est un adepte de la doctrine cartésienne. À la vérité, il fait partie de la galaxie rarissime des hauts cadres experts congolais, intègres et surtout obsédés par l'intérêt général. Diplômé en comptabilité et finance de l'université Jean Moulin de Lyon 3, 6 quai Claude Bernard en France, le ministre Calixte Ganongo commence sa carrière professionnelle à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il occupe tour à tour les fonctions de responsable des services de recouvrement, inspecteur de sécurité sociale, agent comptable du Fonds de dépôt et de garantie. À la création de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, en 1998, il est nommé chef de département des finances et de la comptabilité. Avec la refonte des statuts de la SNPC, décidée en Conseil des ministres le 21 août 2010, Calixte Ganongo est promu membre du nouveau directoire. Il occupe les fonctions de directeur général adjoint, chargé des finances et de la comptabilité du géant pétrolier congolais, qui à l'époque contribuait à hauteur de 80% au budget de l'État. Le 30 avril 2016, le destin lui sourit de nouveau. Il est promu autorité monétaire de son pays et occupe le prestigieux et surtout le très convoité fauteuil de ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. L'homme se définit toujours comme un commis au service de l'État, partisan de l'orthodoxie financière. Ce père de famille simple et tranquille est aussi un grand sportif. Ancien international des Diables Rouges volleyball, dont il a porté le brassard de capitaine, il est devenu par la suite entraîneur, puis directeur technique national. C'est pour toutes ces qualités qu'il jouit d'une grande considération dans l'opinion et dans les milieux de la haute finance. Dans l'imaginaire d'une frange importante de ses compatriotes, l'homme est reconnu très rigoureux dans le travail. Dans cette conjoncture financière difficile, cette même opinion pense qu'il est véritablement l'homme de la situation. Il arrive tôt le matin à son bureau et le quitte le plus souvent tard dans la nuit.
Monsieur le ministre, après ce portrait, est-ce que c'est bien vous? Est-ce qu'on a dit ce qu'il fallait dire ou il fallait en ajouter ou retrancher? C'est bien moi d'abord. Ensuite, est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire? Je ne pense pas qu'en l'espace de 2 minutes. de 2 minutes, on puisse dire tout. Par contre, la dernière phrase que j'ai pu retenir, parce que c'est un peu difficile de suivre tout ce qui a été dit, je ne me définis pas comme l'homme de la situation. C'est à ceux qui m'ont fait confiance de dire si je suis l'homme de la situation. Vous êtes bien modeste, monsieur le ministre. Votre rythme de travail, c'est bien celui qu'on a décrit. Vous arrivez tôt le matin et vous quittez tard le soir. Très tard le soir. Très tard le soir. Alors, monsieur le ministre, les pays de la CEMAC, presque tous producteurs de pétrole, se portent plutôt mal suite à la chute brutale des cours des matières premières, notamment justement le pétrole. À ce jour, quelle est la situation financière du Congo? Ça se juge à quelques agrégats, essentiellement le taux de croissance, comment dire, le taux d'inflation. Ça se juge aussi à l'articulation budgétaire. Et aujourd'hui, la situation est, on va dire, peu reluisante. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque votre question fait allusion à la CEMAC. Tout à fait. Il en est ainsi de tous les pays de la CEMAC, plus singulièrement, plus particulièrement, j'allais dire, ceux qui sont producteurs de pétrole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, naturellement, on a mis plus l'accent sur les recettes pétrolières. On n'a pas vu venir, en dehors de quelques cas, tels que le Cameroun, qui a déjà une économie fortement diversifiée oui. Dès le début, en dehors du Cameroun, dont on peut dire un peu de bien. À l'évidence, tous les pays de la CEMAC sont au creux de la vague. Mélissa? Monsieur le ministre, devant cette situation financière difficile que vous venez de décrire, le gouvernement a adopté cette année le budget de l'État qui s'élève à 2107 milliards de francs CFA, un budget en baisse par rapport à celui de l'année dernière. Et présentant cette loi de finances devant l'Assemblée nationale, vous avez dit que c'était, je cite, que c'est un budget de rigueur. Pourquoi budget de rigueur? Bon, si rigueur veut dire prudence, oui. C'est un peu ce que je venais de dire tout à l'heure. Hein. Ne comptant que sur le pétrole, il ne faut pas oublier que nous avons eu quand même une embellie, on va le dire, de 2010 à 2014, où les prix de pétrole ils caracolaient jusqu'à un peu plus de $100 le baril. Et que, pour parler de la crise, à partir de 2014, on a commencé à avoir un prix du baril qui est retombé jusqu'à 29 dollars le baril. À partir de ce moment, on va dire, tous nos problèmes ont commencé. Et lorsqu'on arrive à la tête d'un département comme celui des finances, naturellement, ce qu'on prône, c'est véritablement la prudence. Ce qui veut dire que dans l'entame, il faut d'abord adapter, essayer d'arrimer les besoins du pays aux ressources qui devenaient ou deviennent rares jusqu'aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous ne comptons que sur les recettes fiscalo-douanières. Les recettes pétrolières d'antan se font rares. À partir de ce moment, ne comptons que sur les recettes fiscalo-douanières. Nous avons dû revoir le train de vie de l'État. Le train de vie aussi, on va dire, de toute la nation, parce que le budget concerne toute la nation. Et la prudence, parce que forcément, par rapport à ce que pouvaient donner les recettes fiscalo-douanières, nous avons dû réajuster les dépenses de l'État. Et ensuite, il fallait faire attention à ce que certains engagements internationaux soient respectés. Il fallait faire en sorte qu'au plan social, par exemple, les engagements pris par le chef de l'État, comme vous savez bien que quand il prend un engagement, il le respecte toujours en direction des travailleurs, qui était de payer le dernier quart salaire à celle
de la catégorie qui restait à l'appel, qui manquait à l'appel. Donc, pour passer d'un point d'indice de 275 à 300, il fallait à tout prix le respecter. Nous avons aussi, pour parler de prudence, essayé de faire en sorte que soit gelé en quelque sorte les investissements. Vous savez, avec le gel des investissements, arrive forcément la baisse de la croissance, de l'activité, donc de la croissance. Nous avons essayé de faire en sorte que, pour maintenir l'activité, donc un tant soit peu de croissance, il fallait quand même essayer de choisir parmi les projets d'investissement ceux dont on pouvait on pouvait conclure qu'ils avaient un effet d'entraînement sur les autres et aussi porteurs de produits et avec un fort impact social. C'est comme ça que nous avons dû, vous avez suivi, en septembre 2016, d'abord procéder au resserrement budgétaire. Et ayant considéré en fait que dans l'entremède 2017 n'avait pas une base programmatique, nous avons fait en sorte que 2017 soit une année de transition et pour respecter les mêmes impératifs tant que la situation sur le terrain ne s'améliorait pas. Alors, conséquence de cette morosité financière, Monsieur le ministre, quand on procède à une revue des chantiers liés à la municipalisation accélérée, on constate que plusieurs chantiers sont à l'arrêt. Que peut faire le gouvernement pour réveiller la machine, si j'ose dire? Effectivement, Monsieur le ministre, à travers tout le pays, on remarque qu'il y a beaucoup de chantiers en arrêt. Absolument. Mais bon, la situation, comme je viens de la peindre, n'est pas propre au Congo. Même les grands pays à travers le monde, ceux dont on ne pouvait pas douter d'une certaine décroissance, ont été aussi frappés de plein fouet. Et donc, notre situation, vous savez, quand on passe je pense que lors les derniers exercices de vache grasse, oui, on va les appeler comme ça, oui, le baril se montait à près de 92 $. 2012-2013 Par là. Voilà, oui, oui. Alors, et au moment où on rectifie le budget, on est passé pratiquement à 37, si je me rappelle bien. Et forcément, avec cette baisse du prix du baril, quelque part, on était en difficulté pour faire avancer les travaux. Voilà pourquoi, justement, par-ci, par-là, on a observé que ces dépenses d'équipement ont connu un gel important. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer, le gouvernement est en train de tout faire pour essayer de reprendre certaines de ces décisions à la faveur de la remontée timide du prix du baril et tout. Et pour cela aussi, il faut aussi noter une chose. Entre-temps, nous avons procédé au tirage d'un emprunt obligataire, à l'émission d'un emprunt obligataire. Nous allons en parler tout à l'heure. D'accord. C'était justement pour essayer, parce que là aussi, le public peut se tromper en pensant qu'à la faveur de cet emprunt, on pouvait tout payer. Non, mais évidemment, en choisissant ceux des éléphants blancs qui avaient un effet d'entraînement, comme je viens de le dire, on a pu quand même, à la faveur justement de cet emprunt obligataire, payer un grand nombre de ces chantiers. Et vous avez pu observer d'ailleurs, madame, que timidement, ça reprend. Et nous avons bon espoir qu'on reprenne la main. D'après une certaine opinion, la dette publique du Congo aurait dépassé 70% de son PIB. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, le Congo serait-il en cessation de paiement? Vous savez, avec l'opinion, on peut aller très très loin. On peut lui faire dire aussi plein de choses. En ce qui nous concerne, cette question de la dette, étant donné qu'elle est liée aussi à nos relations avec les institutions financières internationales, cette situation est très très prise au sérieux. Nous en sommes en phase d'évaluation de cette dette.
il faut quand même se dire que elle a trois volets, cette dette. Il y a la dette internationale, hein, dont le service est respecté. Hein, vous voyez que j'hésite un peu parce qu'il y a eu une secousse en juillet passé là, qui voulait faire admettre que il y avait un défaut de paiement du Congo. Il n'en était rien, c'était un problème technique. Et il y a la dette intérieure. Il y a la dette intérieure. C'est celle-là dont on vient de parler, les éléphants blancs et tout. Et puis les autres dettes. Mais je résume que aujourd'hui, cette dette est maîtrisée. En ce qui concerne la dette intérieure, nous avons voulu faire un recensement de cette dette qui passait par le contrôle de l'effectivité des prestations servies. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on ne pouvait pas non plus accepter de payer sans vérifier quoi que ce soit. Bon, aujourd'hui, nos estimations font que par rapport à la norme CEMAC, qui est de 70% du PIB, nous n'en sommes pas encore là. Alors, M. Ganongo, au lendemain de votre prise de fonction, en avril 2016, vous avez sillonné les régies financières, impôts, douanes, trésors, CCA, Caisse congolaise d'amortissement. Quelles leçons tirez-vous de ces différentes visites? Bon, naturellement, quand on prend ces fonctions, la moindre des choses, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle le tour du propriétaire. Avec, je dois l'avouer, des fortunes diverses. Pour certaines entités, il se pose quelques problèmes d'organisation, quelques problèmes d'effectifs pas bien agencés, je veux dire pléthoriques, mais ça c'est des questions à voir avec déjà ce qui est fait. J'ai un clin d'œil pour mon collègue au gouvernement dans la fonction publique, qui fait un travail formidable. Ah oui. Pour d'autres entités, il se pose des problèmes d'espace. J'ai pu comprendre aussi que pour ces entités-là, même le Parlement est intercédé en leur faveur parce que les conditions de travail ne sont pas vraiment idéales pour l'expression de leur capacité de travail. Bon, dans l'ensemble, il y a j'ai pu observer une très faible informatisation des services, ce qui est quelque part regrettable parce que aujourd'hui, on est en plein 21e siècle. Il n'est pas pensable que nous n'ayons pas pu jusqu'à maintenant moderniser les traitements des données au niveau de ces trois entités. Mais en gros, ce que je peux dire, c'est qu'un travail a été déjà fait. Nous ne demandons qu'à l'améliorer, d'autant que le président de la République, il sait qu'au niveau du support budgétaire, les régies financières sont très très importantes. C'est pourquoi ils nous ont joint d'essayer d'être un peu plus perspicaces. Nous reviendrons tout à l'heure sur les problèmes de fond qui se posent aux régies financières, mais d'abord une question de Mélissa. Vous venez de parler tout à l'heure d'informatisation et vous avez décidé d'informatiser toutes les régies financières. Est-ce qu'un passage obligé à l'informatisation va permettre de maximiser les recettes fiscales et réduire la fraude? Bon, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, hein, sans informatique aujourd'hui, un traitement artisanal de questions de cette importance n'est plus possible. Je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pu faire quelques missions, quelques tournées auprès de mes collègues. Et partout, le maître mot, c'est l'informatisation. L'informatisation. Parce qu'ils pensent que, et moi avec eux, et nous avec eux, si les trois attributs des régies financières ne dialoguent pas, il n'y a pas partage de données, le système n'est pas intégré, c'est aux grandes dames des usagers, des douanes, des services de douane, des services des impôts. Et donc, c'est très, très important ce volet informatisation, ce volet intégration des trois entités
des régies financières. Alors, parmi les mesures phares que vous avez prises en arrivant, Monsieur le ministre, il y en a une qui provoque des remous dans les régies financières, c'est celle concernant la redevance informatique. Cette redevance ne va plus aux douanes, elle ne va plus aux impôts, mais vous avez décidé de la domicilier au Trésor public. Pourquoi? D'abord, dites-nous à quoi sert cette redevance informatique qui fait tant de bruit aujourd'hui à la douane. Ben, c'est aussi simple que ça. J'ai essayé de parcourir entre les lignes. Je suis arrivé à la conclusion qu'elle a été initiée par un de mes prédécesseurs, l'a fait adopter à l'Assemblée comme loi. C'est juste pour mettre en œuvre l'architecture informatique. Justement, même au niveau du Parlement, nous avons été interpellés sur la nécessité, là aussi. C'est pas seulement nous qui le voulons, même au Parlement, les députés, les sénateurs pensent qu'aujourd'hui, les usagers ne sont pas correctement servis. Ben, c'est simplement parce qu'il n'y a pas informatisation. Or, nous, au-delà de ce que vous soulevez, nous ne nous en tenons qu'à notre programme. Notre programme est justement de procéder à une intégration justement des régies financières, du traitement des informations pour un meilleur partage de données, une fluidité et puis surtout une trace. Une trace. Vous savez, l'avantage de l'informatique, c'est que ça laisse des traces. Voilà. Et s'il n'y a pas de traces, vous pouvez imaginer ce qui peut arriver. Donc, j'ai entrepris donc de mutualiser les outils informatiques à cette fin-là d'intégration des trois entités des régies financières. C'est uniquement à cette fin que j'ai décidé que j'ai créé une direction des systèmes d'information. Bon, elle existait, mais peut-être pas dans les mensurations que je voulais. Je l'ai donc créée à l'effet justement de mutualiser les forces, les compétences, les outils, ainsi de suite, ainsi de suite. Et naturellement, le financement ne pouvait venir que de la redevance informatique. Je suis un peu désolé que, comme vous le dites, ça ait entraîné quelques remous, mais quelque part, moi j'ai un programme. Je sais les contraintes qui m'ont été imparties par le président de la République, par le Premier ministre chef du gouvernement, de faire en sorte que on accélère, on améliore les recettes fiscales et douanières. Mais les douaniers, ils disent qu'on leur a supprimé l'Internet alors qu'ils en ont besoin pour travailler. Ils ont même barricadé les portes de certains directeurs centraux. Monsieur Kakou, vous n'allez pas m'emmener dans cette polémique. Parce que les mêmes syndicats, je les ai reçus, tour à tour. Ça fait même pas une semaine. J'ai eu un dialogue assez franc, sincère, trivial même, dans certains cas. Je n'ai pas eu l'ombre d'un seul doute qu'on comprenait la nécessité qu'il y a aujourd'hui à informatiser. Le reste, en tant que membre du gouvernement, je ne peux pas entrer dans cette polémique-là. Voilà. Merci là. Sur cette question d'entretien avec les centrales syndicales, sur quoi ont porté exactement ces entretiens? Bon, est-ce trop de vous dire qu'en réalité, c'est un plan de communication que nous avons conçu au départ. Il faut l'admettre comme tel. Nous avons commencé par les deux commissions économiques à l'Assemblée. Ensuite, on va en venir donc aux centrales, nous l'avons étendu aux centrales syndicales. Ensuite, nous avons reçu tour à tour les syndicats. À chaque étape, nous avons dû essayer d'expliquer ce que vous avez dit dans votre première question, à savoir la situation économique, financière, monétaire du pays. Ceci pour donner un peu plus de crédit à ce que nous disons lorsqu'on prend ce type d'initiative, justement. Parce que si nous sommes partis du principe que si les gens n'ont pas compris l'importance de la requête,
nécessairement, on peut arriver à ce qu'ils n'adhèrent pas. Et donc, nous avons commencé par là. À notre avis, ça a eu un succès au niveau du Parlement, les gens ont compris que la situation ne s'accommodait plus des petits mouvements, et ainsi de suite. Et au niveau, pour en venir à votre question, nous avons rencontré les centrales syndicales parce qu'on pensait dès le début que les syndicats de base dans ces entités se prévalaient d'appartenir à ces centrales syndicales. Là aussi, nous pensions qu'il fallait faire passer le même message, parce qu'on pense aussi qu'à ce niveau, si des explications sont bien données à leur base, ça peut contribuer à décélérer certaines velléités. Et voilà pourquoi nous avons rencontré les centrales syndicales, à qui nous avons expliqué que la situation du pays était très très difficile et que dans certains cas, il fallait des réformes. Et nous étions conscients de ce que toute réforme appelle son petit lot de grincement de dents. Parce que tout le monde ne peut pas être satisfait. Il y en a qui étaient habitués à certaines choses, ils ne les ont plus. On peut, sans justifier, comprendre ce que vous payez, vous. Mais moi, en tout cas, en tant que membre du gouvernement, je dis ce qui en est des réformes. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été compris? Ne va-t-on plus assister au sein de barricades de bureaux, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Claude? Vous savez, madame, c'est une question tout aussi pertinente que pernicieuse. Vous ne pouvez pas avoir la prétention sur une rencontre, peut-être même 2, 3, d'avoir résolu tous les problèmes. C'est impossible. Il se trouvera toujours quelques-uns des insatisfaits qui pensent que là n'est pas encore la satisfaction à leurs besoins. Ça c'est clair. Mais je vous assure que en bon père de famille, comme certains m'ont appelé, j'ai usé de beaucoup d'écoute et on a discuté point par point toutes leurs revendications. Moi, j'ai trouvé en face de moi des gens, permettez-moi l'expression, dignes, des gens sérieux, tout aussi sérieux que j'ai fait allusion tout à l'heure aux discussions sur le social, avec les centrales syndicales, présidées par le Premier ministre en personne et tout. En tout cas, de ce point de vue, moi j'estime que nos syndicats, c'est peut-être un peu prétentieux pour moi de le dire, ont considérablement évolué dans le sens de la prise en compte des problèmes du pays. À mon avis, il peut avoir ces résidus-là, mais dans l'ensemble, je sors satisfait des échanges que j'ai eus parce que j'ai trouvé des gens vraiment dignes. Alors, venons-en maintenant, Monsieur le ministre, à l'emprunt obligataire que vous avez lancé en décembre 2016. Là aussi, il faut quelques explications, parce que les Congolais, semble-t-il, n'y ont pas compris grand-chose. Alors, regardons d'abord la vidéo de la cérémonie de lancement à Libreville, et après, je vous donnerai l'occasion d'expliquer. Lancé officiellement pour 150 milliards de francs CFA, l'emprunt obligataire au OCG 6,5 net 2016-2021 est le tout premier emprunt obligataire de l'État congolais qui a été souscrit à hauteur de 28,20% avec une mobilisation de 192 milliards de francs CFA. La cérémonie de cotation s'est tenue mardi au siège de l'institution financière sous-régionale, la Bourse mobilière des valeurs d'Afrique centrale BIVIMAC, basée dans la capitale gabonaise, un levier pour l'État congolais. Cet emprunt obligataire a permis à l'État du Congo de se placer dans une nouvelle dynamique à l'image des autres pays de la CEMAC. Pour diversifier ses sources de mobilisation des ressources de financement de son développement, le Congo a pour la première fois fait appel au marché des capitaux par appel public à l'épargne. La cérémonie de ce jour consacre ainsi l'admission à la cote de l'emprunt obligataire de l'État du Congo à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Pour le ministre gabonais des Affaires étrangères, cette opération affiche malgré les difficultés la détermination et la dynamisation du marché financier de la zone CEMAC. Je perçois à travers ce succès la marque de confiance des investisseurs
pour la zone CEMAC, dont pourtant les performances macroéconomiques viennent récemment d'être revisitées à la baisse. C'est-à-dire, malgré les difficultés de nos moments que nos pays présentent un potentiel économique indéniable qui intéresse les investisseurs. Rappelons que le Gabon a fait son premier emprunt obligataire le 13 août 2008 et déjà 3 à son actif. Suivi de la République tchadienne en 2011, le Congo-Brazzaville vient d'emboîter le pas. C'était là un sujet tourné par nos confrères de la télévision gabonaise. Juste en quelques mots, Monsieur le ministre, une petite explication. Dites-nous ce que c'est qu'un emprunt obligataire, à ne pas confondre avec obligatoire. En un mot, Oui. il s'agit d'un financement des investissements, un financement qui permet à un État de mettre sur les marchés financiers ce qu'on appelle des obligations. Et il y a des souscripteurs et c'est à partir des souscriptions que l'État récolte l'argent qu'il voulait. Et en l'occurrence, vous me permettez déjà aussi de dire tout de suite que ça a été un premier succès pour nous, un grand succès. Vous avez pu entendre dans le documentaire que d'autres avant nous l'ont fait. Et le Gabon en est à sa 3e émission. Le Cameroun peut-être de même, si ce n'est pas 2. Et le Tchad, comme cité. C'est un mode assez courant. Je dois avouer que nous n'avions pas le tact de l'utiliser. La preuve, c'est que nous venons en dernier. Mais aujourd'hui, on est content d'être entré plein pied. Pourquoi? Parce que pour un coup d'essai, on va dire que ça a été un coup de maître. Ceux qui souscrivent, comment ils récupèrent leur argent après? Ils récupèrent aux échéances. Ils peuvent titriser, parce que... Titriser. Je veux dire, convertir ça en titre sur le marché. Et donc revendre à qui ils veulent et tout, pourvu qu'on en arrive au service de cette dette par le pays qui émet l'obligation. Bon. Et donc, à échéance, comme toute dette, le Congo paye sa dette. Auprès des souscripteurs. Bon, alors une question maintenant, Monsieur le ministre. À l'issue de cet emprunt obligataire, vous avez récolté 192 milliards Exactement. de francs CFA, alors que vous attendiez 150. Bravo. Merci. Qu'avez-vous fait de cet argent? Merci d'abord. Alors, je l'ai dit tantôt, il s'agit pour un coup d'essai d'un véritable coup de maître. Parce que, bon, je ne veux pas revenir sur ce que les autres collègues m'ont dit en ce qui concerne leurs premières émissions. Ce qu'on a fait de cet argent, c'est ni moins ni plus que ce qui avait été prévu à l'origine. Pour parler de... Là, vous avez parlé, madame, tout à l'heure, des éléphants blancs. Oui. Les éléphants blancs, il fallait éponger la dette sur les fameux éléphants blancs, mais je vous ai dit tout à l'heure que malheureusement, ça n'a pas été toute la dette sur les éléphants blancs. Vous constatez qu'il y en a qui subsistent, mais nous avons effectué un tri sur ce qui peut générer des fonds pour nous permettre de payer les autres. Donc, il y a eu déjà ça. Ensuite, pratiquement toutes nos banques, et du fait du Congo, ce qui n'est pas normal, puisque moi je suis autorité monétaire, avaient perdu leur ratio prudentiel, simplement parce que l'État leur devait. Et donc, cet emprunt obligataire a servi d'abord à éponger cette dette de l'État vis-à-vis des banques, qui se montaient pratiquement à 102 milliards, ce qui n'était pas peu de choses. Et voilà, donc si vous faites bien le calcul, c'est le reste qui a servi à payer les éléphants blancs, tout ce que vous voulez. Monsieur le ministre, le Premier ministre Clément Mwamba avait indiqué au cours d'une conférence de presse que les entreprises publiques dont vous avez la charge, notamment la SNE, la SNDE et la SNPC, devaient, d'ici la célébration de la fête du 15 août, changer de mode de gestion. Alors, pourquoi vouloir changer de mode de gestion et est-ce que le gouvernement envisagerait-il d'ouvrir la gestion de ces entreprises aux capitaux privés?
Bon, d'abord, moi je voudrais vous dire que en cela aussi, je n'ai fait que relayer le coup de, même si le Premier ministre a parlé après, j'ai parlé à la face du Parlement justement de cette situation des entreprises du patrimoine, qui n'est pas, le moins qu'on puisse dire, n'est pas reluisante. Aujourd'hui, on peut l'analyser, et nous l'avons déjà fait, par entreprise. Ils s'entremêlent quelques causes qu'on pourrait égrener, mais la liste est un peu longue. Mais je veux dire, ce qui fait dire justement au Premier ministre que là où nous avons décelé quelques problèmes dans l'organisation, dans la gouvernance, il est temps, compte tenu de ce que le pays attend de ces entreprises, il est temps qu'on essaye de réfléchir sur de nouveaux modes. Je me rappelle que M. Kakou servait même de modérateur à cette rencontre organisée par Éminence Conseil. Exactement. Alors, j'ai dû répondre ailleurs comme ceci. J'ai retenu trois interventions. Il y avait une intervention, celle du ministre, de l'ancien Premier ministre malien, Oui. ouais, Moussa Mara, et celle d'un ancien ministre sénégalais, M. Ngom, je pense, et puis celle de l'ancien Premier ministre de RDC, M. Matata Ponyo. Voilà. Pour le Premier ministre Moussa Mara, il était clair, à force d'arguments, bien sûr, et des arguments assez relevés. Il s'agit d'un ancien Premier ministre. Il était question que, quoi qu'il en coûte, qu'on essaye d'aller un peu par nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que bon, ça veut dire qu'il faille prendre des distances pour parler diplomatiquement avec le franc CFA, essayer de travailler par nous-mêmes. Et moi, j'ai retenu cette intervention parce qu'il ne faut pas oublier que les pères fondateurs de l'OUA, c'est comme ça que ça s'appelait avant, avaient fixé la monnaie commune africaine comme le dernier combat, le dernier de leur combat vers la souveraineté des États africains. D'accord. Voilà. Alors, je pense que l'intervention du Premier ministre Moussa Mara épouse les contours de ça. Bon, monsieur le ministre, Voilà. sans langue de bois, Voilà. faut-il sortir du franc CFA, oui ou non? Parce que le président, ouais, c'est très important. Parce que le président ivoirien, Oui, Ouattara, il est totalement opposé. Déjà, au moment où je vous parle, je n'ai pas le point de vue du gouvernement congolais. Ah bon, d'accord. J'essaie de mettre simplement à votre appréciation ce que moi aussi j'ai perçu du séminaire dont vous avez assuré la modération. Et donc, il y a eu, à la suite, l'ancien ministre sénégalais, M. Ngom, qui a dit adhérer à cette idée développée par le Premier ministre Moussa Mara. Oui. Mais il a mis une interrogation. Sommes-nous prêts, par nos économies, Monsieur Kakou aurait dû m'aider, aurait pu m'aider, et sommes-nous prêts à battre une monnaie nationale ou africaine, ou est-ce que nos économies, pour le sens qu'on veut y donner, l'importance qu'on veut y donner à une monnaie, la fonction qu'on veut lui donner, sommes-nous prêts, de par nos économies, à supporter ce que c'est qu'une monnaie nationale? Et justement, vous voyez la transition avec M. Matata Ponyo, parce que son pays a une monnaie nationale. Alors, ce dernier nous a rappelé, M. Kakou présent, que c'était une œuvre de longue haleine. C'était très difficile, c'était truffé de beaucoup de contraintes. Il mettait les gens devant leurs responsabilités, à savoir la question que vous avez posée, faut-il quitter ou rester ou... Bon, moi aussi, j'emprunte ce chemin avant que mon gouvernement ne décide. Je vous mets aussi devant vos responsabilités dans vos approches respectives par rapport à ce qu'a dit M. le Premier ministre malien, par rapport à ce qu'a dit le ministre Ngom, par rapport à ce qu'a dit le Premier ministre Matata Ponyo.
Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, pour ma part... donc, en attendant, disons comme le vieux Ganao, on se sent mieux dans ses vieilles chaussures, restons-y en attendant. Bah, je ne peux pas le dire. C'est mon gouvernement, le gouvernement auquel j'appartiens, qui est seul habilité à dire portant la vieille chaussure, laissons la nouvelle. Et ainsi de voilà. suite. Bon, alors, Monsieur le ministre, en passant un hommage à la mémoire du vieux Ganao. Du vieux Ganao. Une mission du Fonds monétaire international, FMI, a séjourné à Brazzaville en janvier et mars de cette année. Une délégation congolaise, dont vous faisiez partie vous-même, était au siège du FMI courant avril. À quoi ont abouti toutes ces discussions? Qu'est-ce qui se prépare entre le Congo et le FMI? Un programme d'ajustement structurel peut-être, Monsieur le ministre? On va dire que nous ne redoutons rien du tout. Rien du tout. Nous appartenons à une communauté économique et monétaire. Aujourd'hui, au sein de la CEMAC, et ça c'est important de le rappeler, se font des réformes économiques, financières et monétaires. Nous adhérons totalement à cette démarche. Il convient quand même de vous rappeler que c'est notre président qui en est le champion désigné et que de par le comité de pilotage de ces réformes qui est présidé par le ministre d'État Ondongo, je voulais ajouter aussi que cette année naissante, je suis moi-même en tant que ministre des Finances, président du comité ministériel de la CEMAC, le président Moussa est le président de la commission de la CEMAC. Bon, on ne peut pas imaginer à un tel niveau que le Congo soit un peu frileux à l'idée de collaborer avec les institutions financières internationales. Non, ce que je veux dire, c'est que il se passe des réformes au sein du PREF CEMAC, c'est le programme de réforme au niveau de la CEMAC, auquel d'ailleurs le FMI prête une attention soutenue. Les chefs d'État eux-mêmes, le 23 décembre 2016 à Yaoundé, ont décidé unanimement qu'on devait aller au FMI. Et donc, aujourd'hui, ce que vous venez de dire participe de cet ensemble de discussions qu'on devrait avoir avec le FMI, essayer de s'accorder sur certains agrégats, le tout pour simplement avoir un programme bien calibré, et donc, nous avons commencé les discussions à Brazzaville, vous l'avez dit. La délégation à Washington, c'est moi-même qui l'ai conduite. On a continué ces discussions. Il est prévu bientôt, là, le séjour d'une délégation du FMI pour que nous puissions conclure un programme. Les discussions d'abord et ensuite négocier un programme. Vous voyez bien que ça sera, comment dire, à la hauteur du niveau de conclusion des discussions. Voilà. Et donc, je voulais quand même vous dire que, il faut l'avouer, nous, dans cette quête de bon calibrage de notre programme, on a pris un peu de retard par rapport aux autres. Je vous rappelle que nous sommes membres d'une communauté. Les autres sont déjà assez loin par rapport à nous. C'est ce que dit le FMI. Et aujourd'hui, nous voulons à tout prix rattraper ce retard. Nous osons espérer que, avec l'arrivée de la délégation du FMI, nous allons conclure ces discussions pour commencer les négociations. Donc, à terme, Monsieur le ministre, un programme avec le FMI n'est pas à exclure. Bon, déjà, il ne faut pas non plus le présenter comme ça, parce que moi, je vous vois venir. Un programme, le Congo est passé par le PPTE, donc tout à fait. On sait ce que c'est. Mais aujourd'hui, toutes ces étapes montrent que nous n'avons rien à redouter de nos négociations avec le FMI et la Banque mondiale. Rien que la qualité de nos échanges, le caractère assez rasséréné de ces échanges montre bien que aujourd'hui, on n'a rien à redouter du FMI et de la Banque mondiale. D'ailleurs, ce qu'ils disent
et qu'ils font jusqu'à maintenant, c'est que c'est toujours cette capacité d'écoute qu'ils développent aujourd'hui pour écouter les pays sur leurs desiderata. Naturellement, ils ont aussi des arguments pour infléchir ces desiderata. Et c'est ça l'objet même des discussions et des négociations. Voilà. Bon, Monsieur le ministre, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Dans son message à la Nation en décembre dernier, le président de la République avait annoncé que l'année 2017 serait une année difficile. Nous y sommes, Monsieur le ministre. Beaucoup d'entreprises mettent la clé sous le paillasson, les licenciements deviennent monnaie courante, la pension des retraités devient irrégulière. Mais Monsieur le ministre, n'y a-t-il pas une lueur d'espoir à court ou moyen terme, quand même? Vous savez, sur ce point précis du discours du président de la République, il y a quelque chose qui est chez vous de véritablement redoutable. C'est que dans un contexte donné, vous prenez juste un morceau et puis vous l'analysez, vous le mettez au goût du jour. Et ça, nous autres, on n'aime pas. Ah bon? Je vais vous dire pourquoi. En fait, le président, quand il dit ça, il y a forcément ce qui va suivre. Ah. Forcément. Il a pu parler un peu du passé. Hein, vous savez, les différents programmes, la Nouvelle Espérance, le chemin d'avenir, aujourd'hui la marche vers le développement. Cette marche, c'est pas un coup près, ça va continuer. Et donc, s'il veut dire que 2017 sera une année difficile, mais nous venons de vous dire que nous-mêmes, au moment où on présentait le budget au Parlement, qui a déjà été adopté, donc c'est une loi, on a dit que 2017 était une année transitoire. Ah oui. Ouais, parce que l'éclaircie, l'embellie qu'on attendait n'est pas arrivée de sitôt. Vous le constatez comme nous. Vous voyez, c'est pour cela que le chef de l'État, déjà il a dit, ce que vous ne dites pas aussi, c'est que c'est sur fond de rigueur et de vérité. Voilà. En cela donc, il ne trompe pas le peuple. Il dit que ça sera une année difficile. Et normalement, nous devrions nous en saisir pour intérioriser le fait que ça sera une année difficile. Voilà. Maintenant, en ma qualité de ministre des Finances, je crois que dans l'esprit, le président va me pardonner de dire que on voit bien que le 15 déjà, il se rend à Pointe-Noire. Oui. C'est déjà pour inaugurer la première exploitation de Moonor, tant attendue. Et aujourd'hui, on passe à... C'est quand même pas peu de choses, Moonor. Voilà. Sur le terrain, il y a, sur les marchés, je voulais dire, non pas une embellie, mais timidement, des oscillations du prix du baril qui sont plus de l'ordre des 39, 38, 29 qu'on a connus. Si vous conjuguez les deux éléments, les prix un peu timidement à la hausse, plus la production qui va augmenter, dont on peut s'hasarder à dire que, suivant les prévisions, parce qu'il peut aussi y avoir un couac dans l'entretemps, que en 2018, Moonor démarre, Néné Aeni, Lianzi, au niveau de la ZIC, on prétend que la production devrait peut-être doubler. Si vous conjuguez ces deux effets, la hausse timide des prix, peut-être un peu plus emballée un peu plus tard, avec le doublement ou la hausse. Alors ça nous promet forcément quelque chose de bien à partir de fin 2018. Voilà. Donc il ne faut pas non plus tomber dans le pessimisme ambiant qui ferait que on n'y croit plus. Je pense que le président de la République, je fais attention à ce que je dis parce que je suis membre du gouvernement. Absolument. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Mais vous n'avez pris que ce petit morceau-là pour mettre aux auditeurs. Parce que souvent nous prêchons le faux pour obtenir le vrai. Merci. Bon, sur cette note d'espoir, Monsieur le ministre, je crois que nous arrivons à la fin de notre émission. Mais si là, vous avez une question?
Non, Jean-Claude, j'ai épuisé ma liste de questionnaires. Alors, Calis Ganongo, à vous de conclure cette émission. Conclure, honnêtement, vous avez dit en introduction que ce n'est pas mon fort de venir à chaque fois sur les plateaux. Oui. Mais je dois dire aujourd'hui que je suis très très content d'avoir pu me soumettre à vos observations, à vos questions, parce que c'est un vrai véhicule pour faire passer les messages. Vous avez parlé à la nation. Hein? Mais à la nation, c'est le chef de l'État. Mais nous, surtout à vous qui nous écoutez, parfois on se plaint de ce que diffusent les réseaux sociaux. Bon, mais en réalité, ça peut être aussi parce qu'on ne communique pas pour dire la vérité. Vous allez me permettre d'espérer qu'aujourd'hui, j'ai dit ma part de vérité sur les quelques sujets que vous avez soulevés. Et si c'était à refaire, je le referai volontiers. Je vous remercie. Mais monsieur le ministre, une petite question qu'on vient de me souffler là. Oui. Les effets financiers, les effets financiers des avancements sont suspendus là. C'est conjoncturel ou je ne sais pas qui vous a donné ça. Il y a un de vos collaborateurs qui fait un site de délégation. C'est faux. Hein? Bon, pour moi, heureusement qu'il est là pour déjà m'avancer. Moi, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève une telle information. Voilà. Monsieur Calix Ganongo, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. C'est moi. Merci. Merci. Voilà. Merci. Merci. Merci.